La science en calisthenics ne sert strictement à rien, et pire, elle augmente tes chances de régresser si tu l'écoutes. Et pourtant, tu as peut-être déjà vu ce graphique qui montre que l'entraînement nous fait perdre du niveau et que c'est la récupération qui nous fait progresser. Il faut donc savoir bien gérer cet équilibre et connaître tout un tas de méthodes pour optimiser notre récupération. Peut-être qu'à chaque fois qu'on t'apprend quelque chose sur l'entraînement, tu veux comme preuve une étude scientifique qui démontre ça. Pourquoi aujourd'hui le fait d'être diplômé comme coach te donne plus de crédibilité aux yeux des autres? Pourquoi la science et tout ce qu'on raconte doit absolument être basé sur des preuves tangibles pour qu'on puisse y croire? Et pourtant, si tu pratiques le calisthenics, tu le sais aussi bien que moi. Le moment où tu progressais le plus, c'était le moment où tu étais le plus motivé. C'est quand tu te donnais à fond dans tes entraînements et pas quand tu essayais de tout optimiser scientifiquement. Et on peut même constater que les meilleurs athlètes du monde dans ce sport ont certes plus de connaissances qu'un simple pratiquant grâce à leur expérience, mais ils ne se sont jamais enfermés dans leur chambre à lire des livres scientifiques pour connaître le secret de la progression. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi on a tendance à faire trop confiance à la science, mais surtout pourquoi c'est une grave erreur. Car en calisthenics, l'ennemi numéro 1 de la progression, c'est les scientifiques. La première chose dont je vais te parler, c'est un principe psychologique qu'on nomme le biais d'autorité. Ce biais est extrêmement présent dans la vie de tous les jours. Il consiste à mettre une confiance presque aveugle dans quelqu'un qu'on considère comme un expert dans un domaine. Le problème de ça, c'est qu'il est bien plus facile de faire croire aux autres qu'on est un expert plutôt que d'être réellement un expert. Par exemple, lorsque vous appelez les pompiers, vous ne savez pas du tout si c'est des experts, si c'est des personnes qui ont 30 ans d'expérience ou un mois. Mais pourtant, le fait qu'ils portent l'uniforme vous donne immédiatement confiance en eux. Si vous allez dans un cabinet de médecin avec une tunique blanche et que vous vous faites passer pour le médecin, je peux vous assurer que tous les patients croiront tout ce que vous dites. Une expérience scientifique très connue du nom de Milgram en 1963 montre que des personnes ordinaires étaient prêtes à administrer des chocs électriques potentiellement mortels à un autre individu simplement parce qu'une figure d'autorité, le chercheur en blouse blanche, leur disait de le faire. Et si vous regardez ce que je fais depuis le début de cette vidéo, j'ai commencé par vous montrer un graphique qui montre un principe scientifique de l'entraînement. Ensuite, pour parler d'une simple idée que j'ai eue avant cette vidéo, j'ai parlé de principe psychologique qu'on nomme biais d'autorité. Cela vous fait donc penser que je parle de quelque chose d'officiel qui a été reconnu par plein d'autres personnes. Et finalement, j'appuie mes propos à l'aide d'une fameuse étude scientifique qui me donne raison. À partir de là, la plupart d'entre vous seront prêts à croire presque tout ce que je raconte, et vous me considérez comme quelqu'un de sérieux qui apporte des preuves à ce qu'il raconte. Et voilà comment des imposteurs peuvent faire croire à n'importe qui que tout ce qu'ils disent est vrai, ou du moins qu'ils sont des experts. Grâce au biais d'autorité et aussi un peu grâce à la science. Le gros problème, c'est qu'on est tous obligés d'utiliser ce biais psychologique pour qu'on nous fasse confiance, et donc il est impossible de démêler les imposteurs et les experts. Car même un vrai expert du sujet, s'il n'a pas la blouse blanche ou s'il ne peut pas prouver ses propos à l'aide d'études scientifiques, eh bien, on ne le croira pas. On pourrait croire que c'est une bonne chose car c'est seulement les preuves scientifiques qui montreraient si quelqu'un a raison ou non, mais malheureusement on a tendance à trop faire confiance à la science, alors qu'elle est parfois fausse, des fois manipulée et des fois inexistante. Maintenant que cette parenthèse est faite, on va voir pourquoi la science en elle-même, qui est considérée par la plupart comme étant à 100% vraie, est en fait un énorme piège en calisthenics. La première chose qui est essentielle à comprendre, c'est qu'il n'existe pas d'études scientifiques en calisthenics. C'est-à-dire que le sport n'est pas encore assez démocratisé pour qu'il y ait des chercheurs qui prennent le temps d'analyser en détail ce sport. On entend beaucoup de choses sur le calisthenics en ce moment, et moi-même sur ma chaîne j'essaye de faire avancer les connaissances scientifiques dans le sport. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les inventer. Il y a énormément de comparaisons qui sont faites à la musculation et on essaye de les lier à notre sport. Le truc, c'est que c'est fondamentalement différent. On ne peut pas déduire à l'aide d'études scientifiques qui ont été faites sur le curl biceps, sur le développé couché, une conclusion pour le calisthenics. On peut encore moins, à l'aide du graphique que j'ai montré au début de cette vidéo, dire que ça fonctionne exactement pareil pour le calisthenics. Qu'il va falloir peu s'entraîner et super bien améliorer notre récupération. Pour la simple et bonne raison que ce graphique n'a pas été fait avec des entraînements
de calisthenics. Une chose qui me fait beaucoup rire, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de coachs répètent, c'est qu'il faut s'entraîner 3 fois par semaine, environ 1 heure, 1 heure et demie, pour pas trop en faire. Le genre de personnes qui racontent ces conneries n'ont visiblement aucune connexion avec la réalité. Alors oui, pour une personne un peu plus âgée qui ne cherche pas forcément la performance, ça pourra largement suffire. Pour quelqu'un qui justement en musculation souhaite prendre du muscle, effectivement ça peut aussi suffire. Mais pour un athlète de calisthenics, pas forcément. Et là vient un point très important de cette vidéo, l'analyse. Si aucune étude scientifique ont été faite spécifiquement au calisthenics, on ne peut rien confirmer comme étant 100% vrai. Par conséquent, le seul moyen d'en savoir le plus possible, c'est d'abord en tant qu'athlète d'expérimenter ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. C'est aussi d'apprendre auprès des athlètes qui ont déjà fait les mouvements que tu veux atteindre et qui ont déjà probablement fait beaucoup d'erreurs que tu n'auras pas à reproduire. Actuellement, je suis persuadé que si tu veux être le meilleur possible, ça se jouera à ta capacité d'analyser ce qui fonctionne pour toi. Et le meilleur coach, c'est celui qui sait analyser ce qui fonctionne pour les autres. Sans oublier la métrique qui est la plus importante de toutes. La seule et unique chose qui va montrer que tu es un bon coach ou surtout un bon athlète, c'est ta capacité à créer de la progression. Si tu sais comment faire pour progresser, alors tu as compris la chose la plus importante de ce sport. C'est d'ailleurs pour ça que je le répète dans beaucoup de mes vidéos, il faut se focaliser sur 3 choses précises. La technique sur les mouvements, la méthode d'entraînement et la bonne gestion de la fatigue et de la récupération. Avec ces 3 points, même s'il y a énormément de choses à savoir, tu t'assures de progresser si tu les maîtrises. Un autre point essentiel à savoir, c'est qu'une étude scientifique est considérée comme vraie jusqu'à temps qu'on prouve le contraire. Pour expliquer ce que je veux dire, on va parler de l'effet Lindy. Cet effet montre que plus une idée, une vérité ou même un objet sont vieux dans le temps, plus ils ont de chances de continuer à être présents. Exemple, la musique est là depuis très longtemps, donc elle a beaucoup plus de chances d'être présente encore pendant des millions d'années. Les livres, c'est exactement pareil. Par contre, un ordinateur, lui, a beaucoup moins de chances d'être présent dans quelques années, car c'est quelque chose d'extrêmement récent. Cet effet nous montre donc quelque chose de très intéressant, car justement, toutes les études scientifiques liées au sport, à la musculation ou même à la gymnastique ont toutes été faites très récemment. Et par conséquent, elles ont donc énormément de chances d'être fausses ou d'être partiellement vraies. Si ça se trouve, dans 100 ans, on se rendra compte que faire des front lever pull-up permet de débloquer la maltese. Bon, ça m'étonnerait quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à part la logique qu'on peut déduire de l'entraînement, ou justement l'analyse qu'on va faire de notre sport, on ne peut pas apporter des propos avec une vérité indéniable. Et d'ailleurs, des études scientifiques montrent que la plupart des études scientifiques sont fausses. Bon, faut le faire quand même, je suis en train de vous prouver que des études scientifiques sont fausses avec des études scientifiques. On a l'étude de John Ioannidis, une sur la réplication de la psychologie, et on en a plein d'autres que je mettrai en description si ça vous intéresse. Le seul truc, c'est que pour se rapprocher de la vérité, il faut passer par toutes les erreurs possibles, sinon on n'évoluera jamais. Et pour ça, le seul moyen de faire, c'est de tester. Depuis que je fais du calisthenics, et en fait depuis tout petit, je me suis rendu compte que j'analysais énormément les choses. Je pensais que tout le monde était comme moi, mais avec l'âge, je me suis rendu compte que non. On a tous, je pense, des capacités dès notre plus jeune âge qui sont plus développées que les autres, et aussi à l'inverse des compétences qui sont bien moins développées. Comme j'ai compris que ma capacité à analyser était bien plus développée que la normale, je me suis dit que j'allais la travailler énormément. Avec cette vidéo, c'est donc le moment parfait pour vous donner 2-3 théories que j'ai pu faire sur le calisthenics. Attention, ça reste des hypothèses, et je ne dis pas que mes propos sont vrais, donc à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Juste avant, je le précise, même si j'ai un peu taillé la science dans cette vidéo, j'en reste absolument fan. Pour moi, la science reste le meilleur moyen d'évoluer et de rechercher la vérité. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que la science est là pour démontrer ce qui est vrai, ou justement démontrer ce qui est faux. Or, ça, c'est une grave erreur, car justement, la science permet uniquement de se rapprocher de la vérité, mais de jamais complètement l'atteindre. En partant de ce principe, et vous l'avez vu dans mes autres vidéos, je trouve qu'il est super important de se baser sur la science pour mettre des choses en place, et de voir si ça fonctionne ou non. Bref, c'est parti
pour les théories. La première qui je pense peut révolutionner ce sport si elle arrive à être prouvée et surtout approfondie, c'est qu'il existe généralement deux grands types d'athlètes. Désolé pour les 5% qui feront partie d'aucun des deux. Le premier, assez connu, c'est ceux qui progressent super vite en planche ou en front lever, ou parfois même dans les deux. Ces gens-là, j'en ai trouvé énormément tout au long de ma progression, et c'est le genre d'athlète qui globalement s'entraîne juste à lancer le mouvement, à forcer au maximum et le débloque assez facilement. Et pour rentrer vraiment dans les détails que j'ai analysés, ces athlètes-là ont tendance à avoir une mauvaise mobilité de poignet. Ouais, je suis allé loin. Ils ont donc les jambes souvent trop basses sur leur planche, ils sont aussi extrêmement raides, manquent de souplesse, sont généralement très nuls en agilité et surtout très mauvais sur les mouvements à un bras. Ou alors justement quand ils font du one arm, que ce soit en front, en one arm planche ou en one arm handstand, ils vont quasiment pas faire de side et seront très droits. C'est évidemment plus dur, mais ceci dit, ils n'arrivent pas à faire la version plus simple. Et en one arm handstand, ils feront généralement leur premier hold en force et pas en équilibre. Je pense que ceux qui s'y connaissent bien en calisthenics voient exactement de quoi je veux parler et on connaît tous des profils assez similaires à ça. Ensuite, il existe le deuxième type d'athlète qui lui est justement l'inverse. Il va avoir tendance à prendre beaucoup plus de temps à progresser, mais par contre il va avoir une bien meilleure mobilité de poignet. Ce qui fait qu'il est souvent trop haut en planche et il a énormément de mal à progresser comme ça et à avoir une bonne forme. Et justement, lui, il n'est pas raide du tout lorsqu'il fait un mouvement, car il force naturellement moins. Et donc, il sera beaucoup plus à l'aise sur les mouvements à un bras. Et il peut débloquer la one arm planche, le one arm front assez rapidement après avoir débloqué le front ou la planche. Et il aura une tendance à aussi être meilleur en agilité. Une autre chose aussi, c'est que ceux qui sont forts en mana et donc qui ont une bonne mobilité de poignet sont généralement mauvais en planche, ou du moins ils prennent plus de temps à progresser. Ça, c'est la première théorie que j'ai faite en analysant différents profils d'athlètes. Mais je le précise quand même, on peut absolument être fort partout si on s'entraîne de la bonne manière. Et il existe aussi des athlètes qui ne rentrent pas vraiment dans ces profils, mais je ne peux pas non plus tout détailler. Et ma deuxième théorie, qui elle est mine de rien un peu prouvée quand même, c'est l'influence de notre confiance sur nos mouvements. Mais en calisthenics, je trouve que ça influence vraiment énormément. À force d'avoir vu des gens lancer des mouvements encore et encore, j'arrive à voir sans même connaître l'athlète s'il est fort ou pas. Il y a encore un pourcentage d'erreurs et ça me fait chier quand je me trompe, mon cerveau il est brainfuck, mais c'est un truc de ouf, j'ai l'impression d'avoir enregistré dans mon cerveau de manière inconsciente des similitudes entre les athlètes qui vont lancer un mouvement et qui vont performer et entre les athlètes qui vont lancer un mouvement mais faire un truc bas de forme. Et j'irai même encore plus loin, j'arrive à le voir rien qu'en discutant avec eux. Des fois dans la vie de tous les jours, je rencontre des personnes et je sais directement s'ils seraient bons ou pas en calisthenics. Alors que je ne les ai jamais vus pratiquer le moindre sport. Mais pourtant je suis convaincu à 100% que mon instinct dit vrai. Au début je pensais que tout le monde voyait ces choses-là. Petit à petit je me suis rendu compte que c'était en fait très rare. Et aujourd'hui je vous partage ces théories en espérant qu'elles puissent aider certains d'entre vous. Et peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont exactement comme moi. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous cherchez à vous faire accompagner en calisthenics, que vous souhaitez relancer une progression ou tout simplement débloquer un mouvement, vous pouvez réserver un appel offert de 30 minutes avec moi où je vous expliquerai comment je peux vous aider. J'ai déjà aidé de nombreux athlètes à débloquer leur one arm handstand, leur one arm front lever ou encore leur planche, et surtout à leur enseigner comment progresser et s'entraîner de la bonne manière dans le sport. Le lien pour l'appel est dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et si vous souhaitez découvrir le parcours extraordinaire de Daniel Lezans, vous pouvez cliquer sur la vidéo juste ici. Et sur ce, bye bye.